Bien, bonjour aux participants. Une fois encore, les contraintes sanitaires font qu'on est dans un mixte de petits présentiels et de grands distanciels, mais on va avancer et je pense qu'on ira en libérant de plus en plus les conditions de ce genre de réunion. Donc, bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire qu'on organise sur la CGTU, une des grandes oubliées de l'histoire syndicale en France. Alors, nous en sommes à notre troisième séance et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maria Grazia Merici, qui nous accompagne depuis le début du lancement de ce séminaire, mais à laquelle on a proposé aujourd'hui d'intervenir à partir d'un ouvrage qu'elle a publié en 2020 en France, qui s'intitule, je ne sais pas si on le voit, Entre fraternité et xénophobie, les mondes ouvriers parisiens dans l'entre-deux-guerres et les problèmes de la guerre et de la paix. C'est évidemment beaucoup plus large que ce que l'on va examiner ici, où il va être question de la CGTU et des travailleurs immigrés étrangers coloniaux. C'est en effet avec la CGTU que le mouvement syndical va lancer de véritables expériences relativement durables, le temps de l'histoire de la CGTU, d'une action et d'une organisation, d'une structuration du travail en direction et avec les ouvriers étrangers et coloniaux. Alors, non seulement Maria était qualifiée pour en parler à partir du livre que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce que c'est une spécialiste du mouvement ouvrier italien, des cultures politiques ouvrières italiennes, mais aussi elle a une bonne connaissance du mouvement ouvrier dans le reste de l'Europe et en particulier en France, mais pas seulement. Donc, elle est professeure à l'université de Bergame, dans le nord de l'Italie. On n'a pas amené de carte, mais vous me faites confiance. Et donc, sans plus attendre, je lui cède la parole pour cette conférence sur la CGTU et les travailleurs étrangers immigrés coloniaux. Merci, vivement merci de m'avoir invité à ce beau séminaire. Alors, comme M. Genet a évoqué ce livre, je peux dire qu'en étudiant les ouvriers, tout simplement, à partir de la région parisienne, on rencontre forcément la CGTU et la main-d'œuvre étrangère, ensuite immigrée. Alors, comme le temps est notre ennemi, je commence par la fin, disons, en suggérant quelques suggestions sur les causes de l'intérêt de ce sujet. Comme on vient d'évoquer, parce que la CGTU est aussi la section française internationale communiste, Parti communiste, dans des temps et dans de manières différentes, s'investit directement dans ce travail d'organisation avec, et pas seulement envers, les travailleurs immigrés. Alors, ce thème se trouve à la croisée de différents problèmes. Évidemment, l'internationalisme, qui est lancé forcément avec une extrême force par la fondation du Comintern et de l'Internationale syndicale rouge. Mais seulement en France, ce secteur de travail assume tellement d'importance pour des raisons qui sont probablement connues de la plupart des gens qui assistent, c'est-à-dire les conditions spéciales, particulières du marché du travail de France dans l'entre-deux-guerres, provoquées avant tout par les conditions de sortie du marché du travail français de la Grande Guerre. Pas que la CGT n'avait pas absolument d'intérêt pour ce secteur. Il y avait des immigrés de deuxième génération adhérents au syndicat professionnel de la CGT, mais c'est seulement la CGT qui s'investit dans ce secteur avec cette force.
dans un pays où, dans certaines régions ou dans certaines professions, comme le sous-sol par exemple, le nord il y avait 70% d'étrangers, polonais, italiens, ou dans la région parisienne, une présence très riche de toutes les immigrés, les nations immigrées, et une présence spéciale des Juifs d'Europe orientale, qui avaient suivi, bon, déjà depuis la fin du siècle, c'était des Juifs russes. L'immigration depuis la Russie s'était interrompue avec la révolution russe, mais il y avait des dizaines et des centaines d'ouvriers juifs polonais et en partie hongrois et roumains. Donc, une présence très spécifique qui imposait à un syndicat qui s'investit surtout sur les conflits et sur les grèves. Donc, tandis que la CGT accueille, espère une politique de présence dans les institutions avec des fortunes pas toujours voyantes, mais c'est ça sa stratégie. La CGT surtout s'investit dans les conflits. En suivant les conflits qui éclatent ou en les organisant, pas toujours les organisant, mais en tout cas toujours en les suivant. Et donc, dans un marché du travail avec une telle présence d'étrangers, un syndicat qui veut non seulement faire participer les ouvriers aux grèves, mais aussi s'opposer à la supposée jaunisse d'une partie des ouvriers étrangers, ne peut pas se passer de les faire objet et sujet d'un intérêt particulier. Donc, des raisons corporatives et des raisons politiques générales. En plus, dans un pays où aucun syndicat n'est proche d'une dimension de masse, les adhésions ne peuvent devenir un peu plus nombreuses si on ne s'investit pas aussi les étrangers et aussi les jeunes, les femmes qui deviennent des cibles, pour ainsi dire, de l'organisation CGT, surtout à partir de 28, c'est-à-dire de soi-disant politique classe contre classe. Alors, j'ai peur justement d'avoir été un peu longue, mais c'est important de cibler comme ça les raisons de l'intérêt, en tout cas. Alors, à partir déjà des années de guerre, mais dans l'entre-deux-guerres aussi, il y a à côté d'une nombreuse immigration depuis l'Europe du Midi et de l'Est, aussi une immigration coloniale. Les ouvriers coloniaux, donc, dont l'activité est documentée par toutes les sources de la CGT, y compris la recommandation de ne pas les appeler bicots. J'ai trouvé ce mot de Pierre Timbaud dans une relation de police sur une réunion avec eux. On ne peut pas les organiser dans les grèves si on les appelle bicots, évidemment. Les ouvriers coloniaux ne sont pas seulement intéressés aux grèves pour des raisons corporatives, mais leur lutte commence à croiser les aspirations à l'indépendance nationale qui assument des tournures différentes dans les différents territoires, dans les différents secteurs, mais on rencontre évidemment dans les sources surtout de migration maghrébine. Tous ces aspects intéressent évidemment surtout le communautaire qui suggère en général, pas de syndicats ethniques, mais des groupes ethniques ou de langues, et c'est comme ça que les appelle, de langues, dans les syndicats unitaires. Et cette présence et cette activité de la CGT intéresse aussi les autorités de la Troisième République qui les suivent avec une attention soucieuse, mais qui attestent son importance. Donc, par exemple, dans les cahiers du bolchevisme, on peut lire beaucoup de textes sur ce thème dans les articles de contenu syndical qui sont
57, donc si je ne me trompe pas dans la calcul, entre 24 et 36, c'est-à-dire le moment de l'unification, beaucoup de cet article concernent la main-d'œuvre étrangère, avec une intensification particulière en 1931, qui est l'année des grandes grèves du textile roubaix et des célèbres barricades de Roubaix. Barricades que j'anticipe, des luttes qu'on organise évidemment, on ne peut pas se passer d'une participation réelle et spontanée, n'aurait pas pu être conduit ces luttes sans la présence et l'activité d'étrangers et d'étrangères, de femmes qui aidaient les barricades, qui s'occupaient des enfants pendant les grèves, tout ça. Donc, un aperçu, en tout cas, des préoccupations de cet intérêt pour les étrangers, on le voit même avant la fondation de ce secteur de travail. Par exemple, dans les grèves encore du textile de septembre 1921, quand douane syndicaliste est installée à la frontière entre la Belgique et la France, avec une police rouge qui parcourt la ville de Roubaix, ou par exemple dans le textile parisien, où en 1919, précisément cet octobre, Claudine Lemoine intervient par exemple dans une grande réunion de l'habillement à la Bourse de travail de Paris, et ces mots sont traduits en yiddish. Ce qui arrive souvent dans les grèves de la région parisienne, dans les secteurs où les travailleurs juifs sont plus actifs, c'est-à-dire le textile, la maroquinerie, la fourrure, les petites moyennes industries, jusqu'à les industries petites, mais de grande importance économique, comme la haute couture, où la présence des ouvrières juives est considérable, et disons que c'est un peu émouvant d'entendre ces discours traduits en yiddish par des gens qui préféraient la socialisation conflictuelle à la socialisation, disons, nationale ou ethnique. En tout cas, le troisième plénum de la direction du comité sur la question syndicale du 23 juin 1923 donne des indications explicites. Je lis parce pour être plus rapide. Des indications explicites à propos de l'organisation des travailleurs migrants, selon deux lignes. Les travailleurs de toutes les races, on parlait encore de races, doivent adhérer à une même association, c'est-à-dire à l'association de leur métier, pas de leur race. Les communistes doivent opposer à ceux qui, sous la bannière de l'internationalisme, voudraient enrayer le développement libre des nations émergentes entre les travailleurs. Donc, les coloniaux doivent être encouragés à alimenter la haine anticoloniale. Mais les travailleurs doivent s'organiser dans leur syndicat de profession. Point donc des syndicats uniquement d'immigrants, mais une attention attentive et prévenante vis-à-vis des ouvriers étrangers. Ainsi, la commission exécutive de la CGT, le 5 janvier 23, décide la création d'un organisme spécial qui, en rapport avec l'Internationale syndicale rouge et les fédérations internationales d'industrie, s'occupera particulièrement de dresser des statistiques sur l'immigration. C'est un véritable acte de naissance. Tous les congrès de la CGT ensuite discutent de la main-d'œuvre étrangère, depuis le deuxième, justement, du novembre 23 à Bourges, qui informe de la création d'un bureau de la main-d'œuvre étrangère. Cette création est annoncée déjà dans la vie syndicale du numéro mars-avril 23, qui indique la nécessité de trouver pour la permanence de cet office un camarade connaissant le français, évidemment, et au moins une langue étrangère. Avant tout, si possible, l'italien, étant donné que la présence italienne était déjà de longue date, nombreuse et de plusieurs générations. Moi, je suis italien aussi. Ce n'est pas pour cela que je m'intéresse à eux, mais de l'étranger. Pas seulement, disons. La Confédération prévoit, dans ce premier temps, des soutiens
modeste mais permanent, aux syndiqués étrangers de passage, une forme de soutien qui remonte évidemment au compagnonnage. Selon la vie syndicale, l'existence de ce bureau avait suscité un intérêt évident et pouvait mettre une limite, je cite, à une émigration désordonnée, c'est-à-dire pas organisée, qui ne trouve pas dans le pays d'arrivée des points de repérage immigrés. C'est la syndicale. C'est la grande préoccupation de la CGTU pendant tout le temps de cette activité. Un problème qui se montre très tôt, c'est la difficulté de ce secteur de travail pour ainsi dire à passer des intentions à une activité constante et bien organisée. Parce que la main-d'œuvre étrangère organise des comités mixtes de militants français et étrangers, intersyndicaux, pour la propagande et le recrutement. Mais comme c'est bien connu, selon le syndicalisme français et la loi française, les étrangers ne pouvaient pas diriger le syndicat. Ils pouvaient adhérer, mais pas diriger. En plus, ce n'est pas seulement de la propagande, les étrangers adhérant à un syndicat ou à un parti conflictuel, spécialement conflictuel, ne pouvaient pas être expulsés tout simplement directement en tant qu'adhérents, mais ils passaient sous la catégorie ambiguë et dangereuse d'indésirables. Donc, il fallait que des militants français, disons, couvrent les activités de ces militants étrangers qui, en tout cas, centralisent les activités, mais pas formellement. Ce qui produit un certain flou dans l'organigramme de l'AME pendant tout le temps de son activité. À ce point, il faut essayer de préciser que les groupes de la minorité étrangère sont organisés en tant qu'origine nationale ou en tant que groupe de langue. Ils s'appellent avant tout groupe de langue. Ce qui explique probablement que les juifs sont organisés en tant que tels. Parce qu'ils parlent évidemment tous, les immigrés, le yiddish. Alors, la présence et la presse des juifs immigrés est importante, même si c'est une immigration très pauvre et très frappée par le chômage, il cessait beaucoup de publier des journaux, l'Arbeiterstimme et ensuite, depuis 1934, la Neue Presse, qui aura un bel avenir, disons, dans les années sombres et tragiques après 1938 et surtout après 1939. Parce que l'immigration en général, qui à ce moment-là s'appellera main-d'œuvre immigrée, on ne peut pas anticiper trop, mais aura une importance considérable dans la résistance armée à Paris. Dans une période où le moins qu'on puisse dire est que tous les groupes politiques sont déboussolés. C'est le moins qu'on puisse dire. Des extraits de la résolution sur la main-d'œuvre étrangère qui sera votée au 3e congrès de la CGT en 1925 sont proposés encore dans le numéro 18 de la vie syndicale, où on lance les mots d'ordre. Pour le mot étranger n'a pas de sens et la question de nationalité ne joue aucun rôle dans les rapports de classe. L'organigramme de l'AME, on vient de le dire, aura évidemment une certaine importance, mais une importance bien supérieure auront les militants sans nom qui s'occupent, qui assurent la permanence et surtout qui participent aux conflits et aux grèves. Mais on peut quand même citer des militants qui auront plus d'importance que d'autres dans cette activité.
Avant tout, le plus important dirigeant national affecté à ce secteur du travail est Julien Racamon, qui est un des fondateurs de la CGTU, qui avait été secrétaire de la commission exécutive du comité syndicaliste révolutionnaire en 1920, membre du comité de la rédaction de la Boulevonière, un journal qui suit beaucoup et depuis les années 1920, la présence, le rôle, les politiques envers les étrangers de la Confédération et des fédérations. Racamon, lors du deuxième congrès rouge, devient un des 4 membres du bureau confédéral et intervient sur la main-d'œuvre étrangère et coloniale en l'occasion du 3e congrès du propriétaire à Moscou en 1924. Ses responsabilités essentielles concernent justement la main-d'œuvre étrangère. Il les assumant jusqu'à la fin de son militantisme, bien après la libération en 1953. Et déjà en 1923, il supervisait l'organisation du bureau de la main-d'œuvre étrangère. Mais c'est surtout à partir du printemps 26 que la CGTU développa non sans difficulté son activité en cette direction. En plus, il y a le dirigeant Morin, dont on ne connaît pas le prénom, qui assure l'activité de la CGTU à partir de 1931 et qui disparaît de la reconnaissance après 1938. Un autre militant important, c'est Anselme Rosarde, qui devint en 1928 secrétaire de la main-d'œuvre étrangère de la 20e réunion régionale, centrale pour ce secteur du travail, et dans ce rôle fut aussi gérant de plusieurs journaux édités en langue étrangère. Et aussi Thomas Zinki, secrétaire en main-d'œuvre étrangère du sous-sol, CGTU, des mineurs du Nord donc, et de la Fédération unitaire du sous-sol, qui en 1932, pour cette activité, sera déchu de sa nationalité française et d'origine polonaise, malgré une intense mobilisation de tous les secteurs, disons, démocratiques et de compagnons de route communistes et démocratiques. La répression intervient beaucoup dans cette activité, et en particulier en 25-26, décapite pratiquement le bureau central de la main-d'œuvre étrangère, et tout le temps, il faut, pour la CGTU, reconstituer ces raisons. Alors, les sous du Fonds Moscou du ministère de l'Intérieur s'occupent aussi beaucoup de la main-d'œuvre étrangère. Ils nous donnent des informations qui sont, c'est assez significatif, plutôt proches des sources que nous avons depuis la CGTU elle-même. C'est-à-dire la création du bureau central de main-d'œuvre étrangère, qui commence à fonctionner effectivement très bien autour de 24, et pas seulement à Paris, mais à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Nancy. La source qu'on vient de citer, qui n'est pas une source sympathique avec les activités conflictuelles, montre certaines difficultés de coordination entre les instances locales et la direction confédérale, mais une tentative constante de la relancer. Pas mal de travailleurs étrangers, selon ces sources qu'on vient de dire, qui ne sont pas sympathiques, adhérer au syndicat pour éviter les brimades qui, en effet, sont présentes, surtout dans le bâtiment. Mais la police, disons, pour tout dire, a l'honnêteté de reconnaître que les répressions, les menaces d'expulsion ont essayé d'assagir, de rendre plus sages les ouvriers étrangers, et elles reconnaissent que
pendant les grèves, la CGTU et le bureau des main-d'œuvre étrangère devient un point de repérage pour ces travailleurs qui se bat pour tous les buts de longue durée du syndicalisme pour les étrangers. C'est-à-dire l'égalité pleine et complète avec les travailleurs nationaux, y compris la possibilité d'être élus dans les rôles de direction et en tant que délégué du personnel. Comme c'est bien connu, cette conquête sera très longue à obtenir jusqu'à dans les années 70 du XXe siècle. En 1925-28, la région parisienne est le territoire où l'on constate la présence des comités intersyndicaux de toutes les communautés immigrées, qui sont italiennes, espagnoles, polonaises, juives, hongroises, tchèques, russes, yougoslaves, bulgares, roumaines, arméniennes et chinoises. Donc, toutes les cultures politiques sont représentées et c'est évident que ces cultures politiques d'origine influencent aussi la manière dans laquelle les différentes communautés ou groupes de langue se réfèrent à l'organisation. Alors, c'est impossible de résumer ici dans quelques mots tout ça, mais disons que dans les échanges entre les instances de direction de la CGTU et les instances de direction de l'International Dakar Rouge, on parle beaucoup d'immigrés. Et on souligne de la part du prof interne l'importance de ce secteur. On invite toujours à rendre cette intervention plus constante, mieux organisée. Évidemment, dans ces échanges, qui sont très explicites, les autocritiques sont constantes. Cette observation nous permet de préciser que la question MOE est avant tout le fait de quelques fédérations. Le bâtiment, le textile, le sous-sol, les portées d'eau, les métallos, avec une présence particulièrement nombreuse de la main-d'œuvre coloniale. Et où la main-d'œuvre coloniale est surtout présente au moment où la rationalisation en cours permet l'entrée immédiate de travailleurs non qualifiés dans l'organisation du travail. Et puis, on vient de l'évoquer, le monde des métiers de la région parisienne. La Fédération des portes-d'ox, mais je ne vais pas en parler en face de spécialistes de ce secteur, mais évidemment, c'est bien connu qu'elle est une de celles où il y a une présence importante et une discussion très vive de la minorité confédérale. Or, la minorité, comme on avait évoqué dans la séance qui m'a précédée, la minorité et la majorité confédérale animent un débat encore plus que vif pendant toute la période de vie de la CGT. Alors, le rapport avec l'approche à la MOE est une des raisons de ce débat. Dans les polémiques virulentes qui parcourent les congrès des fédérations et de confédérations, la minorité est accusée quelquefois de suivre ce que la CGTU appelle le nationalisme xénophobe de la CGT, qui accuserait, disons, les étrangers de jaunisse, ou en tout cas de ne n'être pas si prêts à contrer, à s'opposer au dumping salarial qui est demandé, disons, aux étrangers. C'est évident que l'importation, disons, de travailleurs étrangers avec pas l'immigration libre, mais l'immigration organisée par les patrons, disons, pour être simple, avait pour but, effectivement, d'imposer à ces travailleurs des conditions pires par rapport aux conditions des travailleurs nationaux. Et c'est un problème, évidemment. La CGTU
et Arcamont en particulier, dans plusieurs interventions, dit toujours que la CGTU est pour la liberté de circulation des travailleurs et pas pour l'importation de travailleurs non organisés dans le marché du travail français. La minorité des post et docs arrive à être accusée de dénonciation des militants étrangers, c'est-à-dire que les travailleurs étrangers sont un des enjeux de cette vive polémique qui parcourt toute la vie de la CGTU. Alors, la présence, les quantités d'organisés dans la CGTU. Alors, comme c'est plutôt bien connu, la CGTU peine à percer le nombre d'adhérents autour de 28, où les adhérents sont plus ou moins 400 000. La présence organisée de dirigeants, d'adhérents étrangers est autour de 10%. Mais, sans doute, toutes les sources que nous avons à disposition attestent que cette présence, l'influence que la CGTU exerce sur ces travailleurs est plus forte que le nombre d'adhérents formels, parce que les arrestations des militants sont souvent opérées à la sortie de l'Union à cause du mouchardage. On a évoqué la catégorie trop souple et dangereuse d'indésirables. Et donc, ce n'est pas seulement de la propagande, c'est de la réalité. L'importance de ce secteur de travail devient encore plus nette avec l'adoption de la ligne, entre guillemets, classe contre classe. Le 4e congrès de l'International Syndicat Rouge, d'avril 28 à Moscou, vote un texte spécial sur les tâches immédiates de la CGT contre la baisse des effectifs qui commence à la frapper. Donc, il faut redoubler les efforts pour obtenir les effectifs et surtout les stabiliser parce que tous les sources dont nous disposons dénoncent, en fond d'autocritique aussi, le va-et-vient des adhérents qui concerne les étrangers, mais pas seulement. À cette fin d'élargir la base des adhésions et d'essayer à les stabiliser, il faut viser les inorganisés, les jeunes, les femmes et aussi les étrangers en tant que plus exploités et soumis à la rationalisation. Même si, en effet, pour les étrangers d'origine européenne, comme vient de le dire, il s'agit d'une migration qui, même s'ils ne pouvaient pas s'organiser directement, avait souvent une histoire d'organisation dans les pays d'origine, ce qui n'est pas le cas, souvent, pour les ouvriers coloniaux. Donc, le 6e congrès du Comintern, de la ligne classe contre classe, investit la CGTU de certaines tâches, expliquer comment les lignes du Comintern peuvent influencer désormais la CGTU, n'est pas quelque chose qu'on puisse expliquer ici facilement, mais disons, on sait qu'à partir d'un certain temps, il y a un croisement de plus en plus net, de plus en plus étroit entre les directions, disons entre les lignes politiques. Il s'agit de l'unité d'en bas, de la dénonciation de ce qu'on appelle unité sentimentale avec les cadres de la CGT, et donc forcément l'appel aux inorganisés qui peuvent être justement jeunes ouvriers, femmes, étrangers. On souligne l'importance des comités de grève, des sections syndicales qui sont ouverts à tous ceux qui participent à une grève, et donc aux étrangers surtout.
on pourrait dire beaucoup de choses, pas le temps de dire, qui seraient peut-être les plus, si j'ose dire, amusantes. C'est-à-dire que, justement, dans la région parisienne ou dans d'autres régions aussi, où on assiste à beaucoup de grèves qui ne sont pas forcément organisées par la CGTU, mais où la CGTU intervienne. Les immigrés ont un rôle important, une présence considérable. Par exemple, dans le bâtiment, qui est la fédération, des aspects de, disons, préférence nationale ou de chasse à l'ours ont une présence supérieure à d'autres secteurs. Mais il faut dire, la Confédération et la Fédération aussi s'efforcent de contraster ces dérapages. Et dans tous les secteurs semi-artisanaux de la région parisienne, il y a une présence que je venais d'évoquer au commencement de mon exposé, de travailleurs juifs, italiens, roumains, hongrois, qui sont des étrangers et qui ont un rôle dans ces luttes, sans lesquelles ces luttes seraient possibles. Dans la résolution votée par la commission des grèves en janvier 9, par exemple, on salue les grèves du sous-sol de la Loire, du Gard, de l'Aveyron, et on dit explicitement que des facteurs en partie de victoire, mais en tout cas d'une participation importante des ouvriers à ces grèves, dans un secteur où la présence organisée de la CGT est importante, est due à la main-d'œuvre étrangère et coloniale, à, je cite, son admirable combativité dans la lutte, ainsi que le mouvement magnifique des inorganisés, leur cran, leurs ardeurs dans la lutte sur le mot d'ordre de la CGT. Alors, le temps que j'ai encore 20 minutes. 20 minutes. Bien. Malgré le déferlement du chômage en 1931, la CGTU refuse le retour spontané des chômeurs étrangers au pays d'origine, qui ferait mentir la pression sur le gouvernement. Et donc, sa politique d'attention au comportement des étrangers est toujours très vive. Au Congrès de Paris de 1931, la main-d'œuvre étrangère est au centre de l'intérêt en tant que pauvre, soumise aux expulsions et à la rationalisation, et en tant indispensable, encore une fois, au succès des grèves. Dans ce rapport à propos de son secteur de travail, Morin, dans ce congrès, déplore encore la tâche exclusive de quelques militants dans ce secteur, qui n'est pas encore le fait de tous nos camarades unitaires. Et dans le rapport d'organisation lu par Mauvais, la main-d'œuvre étrangère est au centre du discours. Aussi par rapport à l'organisation désormais indispensable des chômeurs. Parmi les tâches d'organisation, on se préoccupe entre autres de l'entrée d'une nouvelle migration liée par des contrats collectifs à des salaires inférieurs, encadrés par des agents à la solde du patronat, contrôlés dans ses moindres faits et gestes, et à qui l'on ne délivre pas de carte d'identité, la mettant ainsi dans l'impossibilité de circuler et donc d'entrer dans le rapport direct avec les étrangers. Mais cette préoccupation de favoriser une entrée d'immigration libre et pas liée à des contrats préalables est une constante de l'activité de la CGTU dans ce secteur. Le Congrès dénonce l'illusion de la formule « refoulement de la main-d'œuvre étrangère, soupape de sûreté contre le chômage ». Ce sont des propos constamment réaffirmés. Évidemment, le 1932,
marque effectivement un tournant, parce que c'est l'année de la loi qui impose des quotas de présence d'étrangers dans le marché du travail, aussi bien privé que public. Et l'accusation de la CGTU à la CGT de permettre une xénophobie à la limite, en tout cas une préférence nationale, est très forte, très polémique, et en effet, cette fois, ils n'ont pas tort, si vous voulez, parce qu'en effet, en face du déferlement du chômage, désormais, cette loi qui avait été précédée par un projet de loi bien différent, la loi Salengro, il y avait en tout cas une possibilité de limiter la présence des étrangers, mais évidemment avec des droits absolument égaux des étrangers avec les travailleurs nationaux. Mais en tout cas, une sorte d'illusion sur la possibilité de limiter le chômage avec des interventions d'anneaux dans le secteur, dans le marché du travail, à qui la CGT s'oppose toujours. On arrive à un autre tournant, qui est le tournant de 1933, à l'occasion du congrès de 1933 de la CGTU. Les délégués, la main-d'œuvre étrangère n'est plus appelée telle, mais on l'appelle main-d'œuvre immigrée. Ce tournant, cette adoption d'une nouvelle appellation, concerne aussi le secteur de travail du Parti communiste. Évidemment, c'est dû au déferlement de propagande xénophobe et antisémite conduite par toutes les agences politiques de cette période. Et en effet, à la conférence nationale de la main-d'œuvre étrangère qui se tient à Paris le septembre 1933, cette conférence demande au 7e congrès de s'associer à eux pour demander à la direction de la CGT d'engager au plus tôt une campagne nationale contre cet déferlement de xénophobie. On le demande à l'Humanité pour qu'elle anime une campagne de presse sur cette question importante. Dans les unitaires, même dans le cœur d'une situation si difficile du point de vue du chômage, ne veulent pas s'en passer de cibler les étrangers comme un secteur spécial d'organisation. Mais on arrive comme ça, c'est justement le temps qui nous impose de courir, au 7e congrès de la CGT, c'est-à-dire au congrès de l'unité. Évidemment, au moment où toutes sortes de raisons politiques générales, le langage, les jugements sont bien différents, mais dans cette occasion aussi, la CGTU revendique ses politiques passées. Avant tout, le fait qu'elle revendique avec un certain orgueil, on l'entend, le fait d'avoir animé des grèves, même au cœur de la crise de chômage. Même des grèves qui ont, c'est un peu simpliste de les définir, mais en tout cas, qui sont proches de moments insurrectionnels comme les barricades de Roubaix. La CGTU revendique que même avoir animé des grèves qui n'avaient pas tellement possibilité de succès a eu de l'importance dans ce qu'on pourrait définir en gros la culture politique des ouvriers français. Et l'organisation des étrangers coloniaux et
étrangers européens est revendiqué comme un des facteurs de ce fait d'avoir animé des luttes, même au cœur de la crise. Mais à ce moment, désormais, on est justement en 1933, l'immigration à Paris s'enrichit brusquement de présence d'immigrés étrangers allemands qui sont aussi bien évidemment des ouvriers, mais aussi des ouvriers, des immigrés politiques, dont le problème principal devient trouver un statut des immigrés qui leur garantisse le droit de résidence, les mêmes conditions de travail et les mêmes droits sociaux, mais qui protège aussi ceux qui ont des raisons d'immigration presque exclusivement politiques. Évidemment, ce croisement et superposition de motivations de poussées politiques et économiques dans l'immigration française de l'entre-deux-guerres est constante. Il y a, par exemple, des immigrés de l'Italie ou de la Pologne qui partent pour des raisons économiques, mais leur vie est devenue impossible dans le pays d'origine en tant qu'organisateurs syndicaux, ce qui concerne aussi bien les Polonais catholiques que les Polonais juifs. Mais dans les entre-deux-guerres, l'immigration qu'organise la CGTU est surtout une organisation économique, tandis qu'à partir de 1933, il y a ce problème énorme, disons, de la présence d'immigration avant tout politique. Et en 1936, au Congrès de Toulouse, au moment de l'unification, désormais, on entend les voix d'une autre forme de solidarité avec les étrangers, c'est-à-dire les comités des amis des travailleurs étrangers, comité français pour le statut et la défense des travailleurs immigrés, donc des comités qui ont affaire avec une sorte de patronage démocratique de tout le monde, des comités où, par exemple, on voit les noms de Madeleine Paz, de Amédée Dunois, de Jean Longuet, donc des gens qui avaient été pas tellement proches de l'activité en bas de la CGTU jusque-là. Au comité de défense sociale et du droit d'asile remonte la publication de l'hebdomadaire Fraternité. L'accent est désormais donc posé surtout sur la protection des réfugiés en général. À partir du moment où on peut parler évidemment d'une vie de la CGTU, parce qu'on entre dans la vie unitaire. Évidemment, l'histoire institutionnelle de la CGTU va s'arrêter ici, mais l'intérêt de suivre les politiques syndicales et des partis envers ces présences si importantes dans la France ne s'arrête absolument pas au Front populaire. On pourrait dire beaucoup de choses, des illusions un peu immédiatement perdues des étrangers envers, malheureusement, le Front populaire et des aspects complexes de la continuité de ce secteur de travail de la part du Parti communiste. Une chose que, en tout cas, il faut mettre au fond de ce discours, c'est que les activités, à mon avis, en tout cas, les activités de la CGTU vers les étrangers ne sont pas le produit d'une indication ni du Comintern, du Profintern, ni même du Parti communiste directement. C'est-à-dire, ce croisement, il existe, et même quelquefois, les mêmes personnes occupent des rôles qui peuvent s'échanger. Mais il y a des raisons, disons, corporatives, d'enracinement dans la vie des classes de pays qui sont toujours en premier plan. Et c'est pour cela que, justement, on rencontre
la main-d'œuvre étrangère immigrée, même si on ne cherche pas, sinon on ne la cherche pas, parce qu'elle est présente dans la société française de l'entre-deux-guerres. Les choses vont changer rapidement, justement, avec un fait qui, pour la première fois, investit le Parti communiste et aussi la CGT unifiée, c'est-à-dire au moment où le Parti communiste, s'il ne fait pas partie du gouvernement, en tout cas le soutien, assume pour la première fois un regard, disons, national, d'intérêt national, ce qui, dans le langage de la CGTU des années 20, était une insulte. Syndicat d'intérêt général, c'était presque qu'on dit proche de la jaunisse. Hein. Et alors, évidemment, aussi, le regard vers les étrangers va changer. Mais ça, c'est, disons, une autre histoire qu'il faudra étudier encore, et ouvre une phase nouvelle, plus controversée, beaucoup plus controversée, de la vie sociale française et européenne. On va vers la guerre, évidemment, où ces sujets, ces thèmes deviennent non plus seulement dramatiques, mais tragiques. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, même si j'ai un accent un peu douteux. Merci. Merci beaucoup, Maria. Ne t'inquiète pas pour l'accent. Et en tout cas, il n'est pas douteux. Voilà. J'espère, depuis 30 ans que je vis à Paris. Merci. Merci. Bien, donc, c'était important, en effet, d'aller explorer un petit peu ce secteur de travail, dont tu as bien rappelé qu'il avait été une des spécificités de la CGTU et que le syndicalisme de la CGT, dont il allait hériter d'une certaine façon. Donc c'est à ce moment-là que ça se constitue. Non pas qu'il n'y ait pas eu avant préoccupation des travailleurs immigrés, mais la CGTU réfléchit, travaille et organise à ce sujet. Alors justement, enfin, j'ai la parole, donc je la garde un moment pour poser quelques questions. Alors, tu as bien insisté, avant de conclure, sur le fait qu'il y a une politique unitaire de la CGTU en direction des travailleurs immigrés, et tu as même souligné que ça ne découlait pas de consignes de l'Internationale communiste, de l'ISR, ou voire du Parti communiste, mais que c'était une des conditions d'implantation et d'activité de la CGTU pour un syndicalisme de lutte de classe. C'est ça. Alors, d'une certaine manière, du coup, on a l'impression d'une continuité. Au fond, à partir de 23, on a création d'un bureau de la main-d'œuvre étrangère, et puis la ligne est définie, et de 23 à 36, ça ne bouge plus. Alors qu'on sait que la CGTU, elle, sur d'autres questions, le moins qu'on puisse dire, c'est que de 23 à 36, ça bouge. Autrement dit, la question c'est, est-ce qu'il y a dans ce domaine d'activité une spécificité, une continuité qui échappe au changement de ligne, et parfois en épingle à cheveux, de la CGTU. Ça, c'est la première question. Là, donc, au fond, une question sur la chronologie. Est-ce qu'il y a une chronologie du travail en direction des immigrés dans la CGTU ou bien c'est la même chose? La deuxième, mais je crains qu'il soit difficile de répondre parce que tu as posé la question, qui sont les animateurs? Alors, tu as évoqué Racamon, d'accord, lui, on le repère bien, mais ça se complique très vite parce qu'il y a un nommé Morin, dont effectivement, même quand on va dans le métro, il y a quelques lignes, on ne sait même pas son prénom, et il apparaît, il écrit plein de choses, c'est ça. Et puis à partir de 38, il disparaît. Donc on ne sait rien. C'est ça.
Et alors, je suppose que ça risque d'être encore pire, entre guillemets, si on va voir dans le Nord, si on va voir dans le Midi, si on va voir à Marseille et tout, qui sont les cadres, qui sont les acteurs, et quelle est est-ce qu'il y a une politique des cadres, une politique de formation des militants étrangers, une politique spécifique de formation, qu'est-ce qu'on en sait? J'aurai d'autres questions, mais je ne veux pas monopoliser. Alors, en effet, ce n'est pas pour l'excuser, mais dans les quelques mots dans lesquels j'ai dû concentrer un thème si passionnant, parce que c'est un thème passionnant, c'est vrai, ce n'est pas une politique qui ne bouge en rien, mais un peu moins que dans d'autres problèmes, parce que tous les congrès, tous les discours, tous les échanges avec l'International syndical rouge, etc., disent on n'arrive pas à mettre en place un travail de continuité, il faut changer tout le temps les responsables parce qu'ils sont expulsés, etc. Alors, en effet, on a un problème de tenir cette permanence qui est un peu différent par rapport au grand tournant des lignes idéologiques de la CGT. Mais, sans doute, à partir de 26 et surtout à partir de 28, ligne classe contre classe, la main-d'œuvre étrangère devient plus centrale. Parce que, justement, elle n'est pas absolument pas représentée par la CGT. Par exemple, la CGTU déplore que, par exemple, dans le Nord, dans le sous-sol, il y a des cadres polonais qui peuvent militer au grand jour dans la CGT, ce que est presque impossible, difficile pour les cadres de la CGT et en effet Ozanski qui était français et déchu de sa nationalité. Donc, on a l'impression que depuis le moment où on souligne la rupture avec toutes les formes d'organisation confédérale de la CGT, ce secteur de travail devient plus central. Parce qu'il fait partie de, justement, les jeunes, les femmes, les pauvres, les inorganisés, qui doivent alimenter un nouveau syndicalisme militant, et même si il y a des passages qui sont les choses amusantes quand on lit les sources. Les dirigeants, c'est pas Racamo, mais Momousseau. Il dit il ne faut pas risquer d'être appelé gréviculteur. Quand des ouvriers voient l'État paraître dans un coin, mais s'il va au café, il dit oh mon Dieu, demain il y a une grève. Il faut les organiser, les grèves, on emploie déjà ce mot, il faut les terminer, c'est-à-dire porter quelque chose aux ouvriers. Mais en tout cas, à partir de 26, 27, surtout 28, il y a une accentuation de la politique des grèves où les étrangers ont une importance considérable. La politique des cadres. Alors, nous en peut en déduire probablement. Alors, c'est très difficile parce que seulement le fait qu'ils ne peuvent pas diriger formellement ces cas montre la difficulté extrême de les former. En plus, il y a la question des cours de langue. Qui les organise? Ils ont un coût très élevé. Il y en a baissé. On parle toujours de relancer ces activités, ce qui est évidemment indique que cette activité n'est pas si facile. Il y a par exemple des enseignants de la Fédération des enseignants qui, dans la région parisienne, offrent des activités gratuites de cours de langue. Mais surtout, il y a, je viens d'évoquer des grèves de la maroquinerie ou du textile.
par exemple, il y a une usine, ce sont des usines d'une vingtaine de personnes, où le patron parle yiddish et les ouvriers parlent yiddish. Et un camarade qui est émigré depuis plus longtemps, par exemple, qui est arrivé en France dans les années 90, russe, traduit le tract français en yiddish. Donc, c'est pas de cours de langue, c'est des traductions un peu à l'impromptu. Mais en effet, par exemple, dans les années 20-30, il y a un problème qui concerne le Parti communiste et pas la CGT, c'est-à-dire qu'il y a des immigrations politiques qui ont tendance à avoir une certaine extériorité par rapport au Parti communiste local, national, et qui s'occupe surtout de la rentrée au pays pour organiser la lutte antifasciste. Les Italiens avant tout. Avec les Italiens, il y a beaucoup de polémiques. Or, les Juifs, les ouvriers juifs sont les moins concernés par ça. Ils sont les plus intéressés, les plus internationalistes, presque avec un instinct international. Ils n'ont aucune raison d'avoir nostalgie de la Pologne. Ils n'ont aucune raison d'avoir nostalgie de l'Hongrois. Et donc, suivre pas à pas ce qu'ils font après la libération, mais il y en a qui rentrent au pays, mais il y en a beaucoup qui restent. Donc, évidemment, Henri Kravitsky est le personnage qui a plus de succès dans cette présence. Donc, une politique de cadre, non, parce que justement, il n'y a pas de nom qui peut suivre, mais on s'aperçoit que après 1939 et après 1940, l'activité considérable de la main-d'œuvre immigrée dans la résistance armée montre qu'en effet, des raisons, c'était non plus. Il y a un assez célèbre article de la Neue Presse qui, déjà en 1939, écrit, c'est vrai, il y a des rapports internationaux comme c'est, le pacte, tout ça, mais nous, les Juifs, on a des comptes à régler avec l'hitlérisme qui n'ont pas à voir avec les rapports internationaux. Or, dans un moment où les cadres les meilleurs sont paralysés, sont sidérés par le pacte Molotov-Ribbentrop, ça montre que ce croisement de syndicalisme et de militantisme politique avait un certain effet. Ce qui ne veut pas dire une indépendance absolue qui n'est pas concevable dans cette période, mais certainement une certaine liberté. Je crois. Hein? Quoi. Je continue. Les questions, les remarques. Alors, oui. Si, est-ce qu'il y aura assez de filles Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup pour l'intervention. Bon, il se trouve que ma responsabilité aujourd'hui, je suis responsable du pôle travailleurs migrants dans notre espace revendicatif à la Confédération. Donc, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que vous avez pu nous dire. Est-ce que dans ces secteurs ou dans ces organisations spécifiques, on va dire, hein, donc de la main-d'œuvre étrangère, est-ce qu'on trouvait seulement des étrangers qui venaient d'arriver en France, ou on avait aussi des personnes qui étaient là depuis très longtemps, voire même une génération avait passé, compte tenu de toutes les difficultés, hein, dont vous avez parlé sur
enfin, la possibilité d'être reconnu en tant que militant quand on est étranger dans certains pays. Voilà. Est-ce que donc on a plus affaire à des migrants ou à des gens immigrés quoi, dans ces groupes, dans ces groupes de langue, par exemple? Et après, je voudrais avoir un peu plus d'explications sur ces groupes de langue. Enfin, pour moi, c'est un mot qui part un peu, aujourd'hui, je veux dire, un peu compliqué. Ça veut dire que les travailleurs, ils étaient regroupés selon leur langue d'origine. Voilà. Bon, et ceux qui parlaient français, on fait comment? Donc, c'est un peu ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que tous ces travailleurs étrangers donc, qui étaient dans la CGTU, est-ce qu'ils défendaient aussi des revendications spécifiques au fait qu'ils étaient étrangers, ou bien ils s'étaient moulés un peu dans toutes les revendications de la CGTU, peut-être sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur tout ça, ou est-ce qu'il y avait des revendications spécifiques pour ces travailleurs-là, et qu'est-ce qu'ils avaient comme moyen pour les défendre, ces revendications spécifiques? Voilà. Et la dernière chose, c'est comment ils étaient organisés, quoi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de syndicat d'entreprise. Hein, c'est la même chose. Il n'y avait pas de syndicat d'entreprise en tant que tel. Puisqu'il faut attendre 36 pour le délégué syndical, etc. Donc, ils étaient organisés comment? Ça veut dire c'était dans la ville, c'était dans la branche. Mettons, si c'est dans la branche, c'était comment, quoi? Voilà. J'aurais plein d'autres questions, mais déjà. C'est très bien. Ça me permet de récupérer des choses que j'ai dû forcément couper. Alors, ça me permet de récupérer beaucoup de choses que j'avais écrites et que j'avais forcément coupées parce qu'une heure est courte. Alors, les travailleurs investis par la CGTU sont en effet surtout des travailleurs de première immigration. C'est-à-dire, c'est assez connu, après la Grande Guerre, il y a eu un besoin du marché du travail d'importation de travailleurs, au point que même les préfets donnent des indications de rendre plus souples les frontières. Et il y en a besoin dans les campagnes, mais il y en a besoin aussi dans les industries. Donc, ce sont des immigrés d'habitude de première génération. Mais aussi, évidemment, ils se greffent sur des immigrations de plus longue date. Les immigrations de plus longue date avaient adhéré déjà, ou même fondé quelquefois, des syndicats adhérents à la CGT. Un personnage de notoriété mondiale, comme Bozowski, avait été syndicaliste des casqueteries. Il a été arrivé en 1910 à Paris. Il avait été étudiant, mais il était d'une famille, en tout cas juive, prolétaire de la région de résidence. Donc, après débarquer à Paris, il s'était enraciné dans une tradition de lutte syndicale des ouvriers de son secteur. Donc, les immigrés de deuxième ou de troisième génération, on peut les trouver dans les syndicats de profession de la CGT, mais on peut plutôt les trouver dans des syndicats de profession de la CGTU après la fusion. Mais la main-d'œuvre étrangère cible la première génération. Je dis, c'est en courant, que la préoccupation de l'international syndicat rouge et, à ce point de vue-là, du Comintern, c'est de ne pas souligner la dimension nationale. C'est-à-dire, ces gens doivent devenir des militants de ce point de vue du Parti mondial de la Révolution, d'un autre côté, de la lutte des classes du lieu où ils sont enracinés. Donc, la formule groupe de langue permet d'escamoter un peu. Ce qui explique le fait qu'on parle de travailleurs juifs, sinon, ce serait inquiétant parce que ce n'est pas qu'ils sont de race juive. Ils font des métiers différents, mais il y a des juifs polonais et il y a des polonais catholiques, disons
cas pas juifs. Par exemple, les mineurs du Nord, on les appelle polonais ou hongrois, et les maroquiniers ou les couturières de la région parisienne, on les appelle juifs ou juives, parce qu'ils parlent le yiddish. La langue courante, même, on dit, comme blague, dans les réunions du parti bolchevique, parce qu'il y avait une présence très forte de ce minorité. Alors, comment a-t-il été organisé? C'est vrai, en effet, il n'y avait pas de délégué éducationnel sauf avant 1936, et en tout cas, les étrangers ne pouvaient pas être élus en tant que tels. Alors, ce que Morel en particulier souligne tout le temps, c'est que les revendications spécifiques des étrangers doivent être assumées par toute la Confédération, c'est-à-dire là, les salaires égaux, les salaires égaux, le droit de changer de place, de liberté de circulation et tous les assurances sociales, les droits de welfare embryonnaire, mais qui commencent à dessiner, doivent être absolument égaux pour les étrangers et les nationaux. Et ça, pour des raisons de politique générale, mais aussi pour des raisons strictement corporatives, parce que s'ils ont les mêmes droits des employés nationaux, ils ne sont pas importés, disons, en tant que travailleurs soumis à un contrat qui les infériorise, mais sont tout simplement des travailleurs de notre origine. Donc, une des spécificités de la CGT, c'est d'investir toute la Confédération de ces... Naturellement, ça c'est un principe. C'est pas un principe. Du point de vue où ils s'organisent dans le territoire, dans les sièges des bourses, des fédérations, où il y a des permanences qui assurent. Les travailleurs sont inscrits dans leur profession. Dans leur syndicat, c'est-à-dire, par exemple, les mineurs polonais sont inscrits au sous-sol, les porte-docs, les marins du Midi sont inscrits au porte-docs, évidemment, les couturiers, les textiles, tout ça. Mais ils se rencontrent dans des comités intersyndicaux. On pourrait dire, je me cite, que les étrangers ont une tendance à se rencontrer dans une sociabilité spontanée à partir de leur origine. Alors, la CGTU a, à mon avis, l'idée intelligente d'utiliser cette tendance de se rencontrer, ne fût-ce que par la même langue, justement, et de les pousser à investir de l'organisation cette forme de sociabilité. Mais à partir du 28 surtout, quand la CGT en général pousse la Confédération à privilégier les comités de grève et les sections syndicales d'usine, les étrangers deviennent encore plus importants parce qu'on pense qu'eux, qui n'ont pas de rôle dirigeant dans le syndicat formels, disons, ont plus de tendance à participer au comité de grève, sans lesquels on ne peut pas, je ne dis pas avoir de succès, mais même tenir pour un temps qui préoccupe les patrons et surtout les gouvernements. Donc, ça je l'ai dit brièvement, à partir de la politique classe contre classe, ces aspects sont encore plus soulignés. En complément peut-être, tu as évoqué à un moment la question du statut. Alors, à partir de quand cette revendication d'un statut des travailleurs étrangers est-elle posée? Et puis,
Que demande-t-on dans ce statut? Surtout à partir de 1933, c'est-à-dire au moment où la présence des ouvriers, des immigrés, des réfugiés politiques devient tellement importante qu'on ne peut plus passer seulement par les droits des travailleurs. Que revendique-t-il? Je cherche parce que je l'ai écrit exactement, excusez-moi. Alors, il y a des revendications précises. Bon, en tout cas, la liberté de circulation, le délivrance de cartes d'identité, le fait de ne pas être expulsé ad nutum. Mais ce qui commence à être revendiqué, c'est d'insérer tout ça dans un statut spécifique. Ça, c'est à partir de 1933. Et ça, c'est alors qu'ils leur garantissent, avec le droit de résidence, les mêmes conditions de travail, de salaire et les mêmes lois sociales qu'aux ouvriers français. Un statut équitable et démocratique est désormais nécessaire pour les réfugiés politiques. Je voulais citer les mots exacts. Et la CGTU, enfin, réclame, à partir de 1935, des commissions paritaires de la main-d'œuvre immigrée auprès de l'Office national du travail et des offices départementaux qui doivent se charger des ressortissants étrangers dès leur entrée en France. C'est-à-dire du moment où il y a des masses de gens qui arrivent, parce que les immigrés ouvriers avaient déjà une expérience d'immigration. C'est-à-dire, ils savaient souvent qu'il y avait des syndicats en France et plus ou moins, s'il leur était possible, ils pouvaient les chercher aussi. Mais à partir de 1933, avec l'arrivée des réfugiés anti-nazis, juifs, mais pas seulement juifs, il y a des gens qui n'ont pas le point de repérage à le monde du travail. Il y en a, mais pas seulement. Et alors, ils risquent, et ils sont en effet parqués dans des lieux, dans la banlieue, dans des anciennes casernes désaffectées, qui évoquent beaucoup les lieux où sont parqués les immigrés non réguliers à présent. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup appris de cette expérience. Et donc, il s'agit de leur garantir un statut qui puisse les dédouaner, leur permettre d'évoluer librement dans le territoire. Et même si, souvent, l'immigration en France n'est qu'une étape de l'immigration aux États-Unis, en Angleterre, ou quelquefois, alors pas souvent, en Palestine. Alors, ça ne pas souvent. J'ai une question. Après, j'avais une question de Serge Boliko. Oui, alors vous avez indiqué que toute l'activité de la CGTU en direction de la main-d'œuvre, d'abord étrangère, ensuite immigrée, n'était pas le résultat ni de directives du Comintern, ni de l'Internationale Syndicat Rouge, ni même du Parti communiste. Est-ce que ça signifie qu'il n'y avait pas d'enjeu pour ces internationales politiques, ou le cas échéant, quel aurait été l'enjeu de directives, qu'est-ce qu'elles auraient pu être, ou bien est-ce que simplement il faut voir que la dynamique de la CGTU en France passait par-dessus, dans ce domaine au moins, les desiderata ou les exigences construites autour de la tactique classe contre classe de ces organisations. Quand on parle
La différence de quand on écrit. Quand on écrit des dizaines de pages. Quand on parle, on doit résumer. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'enjeu. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de rapport. En effet, au commencement, j'ai cité aussi les directives, les lieux, les congrès de l'International Syndicat Rouge et même du Comintern. Il y a des dizaines et des dizaines d'articles de cahiers du bolchevisme à ce propos. Ce qui me semble intéressant, c'est que, alors, il y a toute une historiographie en France, et je n'ai pas besoin de l'évoquer avec vous, qui a la tendance à voir dans les communismes et donc le CGTU en France l'effet, je ne veux pas dire d'un complot, mais disons d'un contrôle de l'extérieur. Alors, j'ai l'impression que les choses sont toujours plus complexes, plus croisées, et que, justement, l'intérêt pour la main-d'œuvre étrangère, mais pour d'autres secteurs aussi, se trouve à la croisée de différents intérêts, de différents buts et différents chemins, disons. Que là, dans un pays comme la France, un syndicat, une confédération et des fédérations qui organisent leur activité autour du conflit auraient été poussés à s'intéresser des ouvriers étrangers pour des raisons syndicales corporatives, forcément. Parce que, je l'ai dit au commencement, dans des lieux où la main-d'œuvre immigrée ou étrangère occupait presque le 70% des présents, on ne pouvait pas faire des grèves sans eux ou contre eux. Et alors, ça me semble intéressant, disons, un produit d'un point de vue créateur. En italien, on dit creativo, créateur de la CGTU, de fait de adhérer si bien, même si avec des difficultés, des va-et-vient, des autocritiques, des activités toujours recommencées, aux exigences du marché du travail local. C'est-à-dire de mettre au fruit de l'intérêt des conflits sociaux des indications que sans doute viennent du Comintern. Mais par exemple, le Comintern est beaucoup intéressé, par exemple, par les émergences de anticolonialisme dans la lutte des classes. La CGTU est sans doute plus intéressée par le rôle que les luttes des coloniaux peuvent avoir à Renault ou à Citroën contre la rationalisation. Ce n'est pas des oppositions, mais ils soulignent des aspects un peu différents. C'est mon impression. Hein, ce n'est pas évidemment une opposition. Mais par exemple, des dirigeants, on est dans la deuxième moitié des années 20-28, quand le rapport entre CGTU, Parti communiste, est beaucoup net, mais il y a des réunions où des gens qui sont communistes, aussi bien CGTU que communistes, disent l'humanité ou les cahiers du bolchevisme n'ont rien compris. Ils sont arrivés, ils ont vu quelque chose, ils racontent des histoires. S'il vous plaît, évitez d'envoyer des gens qui nous vendent des tracts qui nous consomment déjà. Si on écrit sur une grève, il faut la décrire en bas. Et ce sont des communistes, ce ne sont pas des oppositionnels. Donc, il y a des dynamiques qui, à mon avis, sont les choses les plus intéressantes. Ce qui un peu échappe au regard figé sur cette domination communautaire sur toute l'histoire communiste. Justement, c'est l'aspect créateur. C'était ma question. Ah, mais il y avait Serge Folikov. Je vais essayer de passer Serge alors.
Ah non, je me suis trompé. Je ne voudrais pas projeter ma point de vue sur les CGTU, mais je crois que c'est vrai. Hein. Non, mais le séminaire cherche à voir les spécificités de la CGTU par rapport à la CGT, par rapport à l'histoire syndicale, mais aussi par rapport Serge. C'est marrant. Au communisme. Bonjour. Oui, Vous m'entendez? On t'entend un peu. Je vais rapprocher le micro, mais on t'entend. Ouais. Ah, bon, bravo et félicitations pour cet exposé tout à fait à la fois synthétique et concret. Je posais deux questions un peu précises concernant finalement le rôle du Secours Rouge international lié à la CGTU pour certaines catégories d'ouvriers immigrés, de la main-d'œuvre étrangère. Parce qu'il me semble que pour ce qui concerne les ouvriers des colonies subsahariennes ou l'Indochine, souvent le SRI a été la structure de mobilisation très proche et souvent assez proche de la CGTU, parce que c'était la question de la répression, des droits, alors que ça ne fonctionne pas pareil pour la main-d'œuvre étrangère de l'Europe continentale. Le SRI, là, concerne seulement les militants, et puis l'activité militante n'est pas la même. C'était ma première question. Ma deuxième question, c'était les liens entre la CGTU, les travailleurs étrangers, à travers les organisations internationales qui ont été mises en place à partir de 1929-1930, notamment à Hambourg, en Allemagne, avec l'internationale syndicale rouge, autour à la fois des marins, hein, il y a beaucoup de compétences et de connaissances ici, mais c'était important. Michel connaît très bien ça, mais parce que la question des marins et des ports était un moyen de lien pour diffuser l'information et la communication, notamment vers le monde colonial. Hein, c'est toujours pareil. Si on se rapporte à cette période, il me semble qu'on a un monde de la main-d'œuvre immigrée qui n'est pas du tout homogène en réalité et qui donc présente des difficultés militantes particulières pour la CGTU. Mais c'est globalement la CGTU, le SRI, qui réussissent beaucoup mieux en fait à capter ces militants que le Parti communiste, au moins jusqu'en 1934. Au moins jusqu'en 1934-1935. Voilà, c'était ma question. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse concernant la vision parfois simplificatrice concernant le Comintern. Hein, même si le Comintern joue un rôle, il joue un rôle à travers beaucoup de médiation, hein, et une forte différenciation. C'est pas bon, voilà. Merci et bravo pour la conférence. Alors, ça, c'est pas des questions, mais ce sont déjà un commencement de réponse. J'avoue que jusqu'ici, parce que la recherche que je suis en train de mener est absolument pas complète, aussi bien pour les raisons de source que je dois encore consulter que pour des textes que je dois écrire. Donc, en effet, je suis surtout occupée des immigrés d'Europe, surtout centrale, et de la présence des ouvriers coloniaux dans les grandes usines rationalisées comme Renault ou Citroën. Mais en effet, c'est vrai que j'ai rencontré aussi des polémiques autour du Cercle Rouge international, c'est-à-dire de discussions de compétences ou de préséance, parce qu'en effet, c'est vrai que pour tout ce tâtonnement que j'ai rencontré, c'est vrai que le Secours Rouge international a un grand rôle dans ce secteur. C'est-à-dire dans le croisement entre les coloniaux en tant que main-d'œuvre et les coloniaux en tant que participants à des luttes de libération nationale anticoloniale.
Et à partir de, en effet, j'ai pu constater qu'à partir de justement 29-30, il y a, alors j'ai pu consulter pas les sources directes, mais tout ce qu'il y a sur Pandore, qui est beaucoup, des rapports entre les instances de direction CGTU et les instances de direction internationale. Et en effet, les instances de direction internationale soulignent l'importance de ne pas perdre ce lien entre l'élite corporative, disons, et cet horizon anticolonial. Mais c'est un aspect qu'il faudra envisager, mais sans doute l'envisager dans le sens, bon, c'est normal, étant donné qu'il s'agit d'un grand spécialiste du Comintern, dans le sens indiqué par Serge Velikov. Juste peut-être en complément, je vais exagérer les choses, mais la CGTU en direction des travailleurs étrangers, est-ce qu'elle n'a pas développé plus, là, dans ce secteur, une sorte de syndicalisme de service? C'est-à-dire pour accompagner, pour former, pour aider à obtenir des droits, et ainsi de suite. On pourrait dire aussi ça. Parce que ces travailleurs, en même temps, sont plus marginalisés que les autres, et surtout, même si il ne veut pas généraliser, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, de polémiques de la CGTU avec deux sections CGTU des pays maghrébins, Tunisie, Maroc, Algérie, contre la présence de la CGT française, qui est dénoncée comme un syndicat colonial qui n'organise que les Français, ou bien il organise les indigènes, mais en forme subalterne. Et il y a évidemment des polémiques très fortes, et pleines d'insultes aussi, au voyage de Jouot, par exemple, en Tunisie. Mais donc, il y a des travailleurs maghrébins qui ont déjà une certaine expérience politique, syndicale, mais ce n'est pas le cas des travailleurs de l'extrême-orient ou chinois. Et alors, effectivement, oui, ils ont besoin aussi d'un syndicalisme de service qui commence à paraître aussi une des formes d'un syndicalisme de masse, de masse, oui, sans doute. Je l'ai rencontré. Je voulais juste dire un mot à propos de la politique des cadres immigrés. Est-ce qu'on a un regard sur ce qu'a été la politique de formation du Parti communiste? Est-ce que le Parti communiste n'a pas fait d'une certaine manière du travail pour la CGTU? Parce que je pense notamment à quelques grands noms. Je pense par exemple à Édouard Gierek, qui ensuite a eu des responsabilités politiques après-guerre. Il a été formé dans les écoles de formation du Parti communiste. Y a-t-il une relation entre la politique de formation des travailleurs immigrés au Parti communiste, et s'il y en a eu, là connaît-on bien, je ne sais pas très bien sur ce point ce qui a existé, et la politique de la CGTU. Voilà, donc clarifier la relation entre les deux structures, et puis peut-être une question à creuser ultérieurement sur la manière dont les choses ont été appréhendées, parce que je pense qu'il y a eu quand même des écoles, il y a eu de la formation qui a existé, c'est impensable que ce n'ait pas été le cas. À propos de Morin, juste un mot, c'est une conversation qu'on a eue avec Michel l'autre jour, comme ça au téléphone. C'est quand même un grand mystère, ça. Parce que, bon, on disait, Michel et moi, on a à peu près convenu sur le fait qu'il s'agit d'un pseudonyme. Probablement d'un pseudonyme. Mais qui se cache derrière Morin?
L'international. C'est sans doute, oui, l'international. Je pense que c'est. Il disparaît en 38. Non, 36. Non, 38. 38. En 38, il est encore président dans la région parisienne. Il y en a d'autres. Ils disparaissent en 38. Ah bon? Non. Bon, voilà. Donc, ça fait partie des. Oui, non, mais je des hommes d'ombre. aussi. Hein. C'est pour ça que la relation avec l'ISR ou l'international communiste, je pense qu'elle existe d'une manière concrète quand même au quotidien. Je pense que quelqu'un comme, on a donné, Marianne a parlé tout à l'heure, comme Nosowski, n'était pas du tout indifférent à ce qui se passait en France. C'était obsédé par ce qui se passait en France. Il intervenait tout le temps aussi. Bien sûr, oui, tout le temps. Mais c'était chez lui, quoi. Oui, Parce qu'il a vécu avant 14 à Paris, le syndicat des casquetiers juifs, c'est lui. C'est son histoire personnelle compliquée. Menchevique devenu bolchevique et propulsé ensuite au secrétaire de l'international syndical rouge. C'est le numéro 1 dans le champ syndical au niveau mondial. Et il est très attaché à la France. Donc, je pense qu'il devait surveiller ça comme de l'huile sur le feu. Alors, quand j'explique en Italie aux historiens italiens ce que je suis en train de faire, je m'est arrivé de dire que les syndicalistes français du CGT tutoyaient l'international syndicat rouge. C'était un rapport plus familier, justement parce que Nosowski suivait beaucoup de près. Alors, je ne voudrais pas avoir donné une impression fausse. Ce n'est pas évidemment que l'international syndical ne suit pas la CGTU. C'est que, je crois, que la CGTU déborde de cette politique. C'est ça. Et que le fait même que l'adhésion, les choses qui sont bien connues de l'histoire générale de la CGTU, la lutte des classes, les statuts et tout ça, la liberté que, jusqu'à un certain temps, la CGTU a par rapport aux autres syndicats de l'international syndicat rouge est due en même temps à ce rapport plus direct avec Nosowski lui-même, mais surtout avec le fait que il ne s'agit pas d'un petit syndicat, disons, d'amateurs. Ce n'est pas comme l'Italie, un pays où le fascisme est immédiatement arrivé à bloquer tout. C'est un syndicat qui n'est pas de masse, mais qui a de l'importance au point que, je le disais au commencement, si on étudie, si on regarde de près la société française, le monde du travail français de l'entre-deux-guerres, on rencontre la CGTU, même si on ne la cherche pas, ce qui indique évidemment une capacité d'adhésion aux faits sociaux. Alors, la politique des cadres, il faut creuser à ce propos, mais, alors, évidemment, être un cadre communiste ou être un cadre CGTU, étant donné que ce n'était pas possible de l'être formellement, était quand même dangereux et on risquait l'expulsion. Le cas de Olszanski, qui était un dirigeant important, naturalisé, qui est déchu de sa nationalité en train de être un exemple, malgré une mobilisation de tout Aragon et toutes les démocraties et compagnons de route. Alors, suivre la politique des cadres est difficile parce que souvent, les cadres sont cités, par exemple, dans les comptes rendus des congrès avec des numéros. Il intervient anonymement parce que sinon, ça signifie, avec le mouchardage présent, être expulsé presque immédiatement. C'est probable qu'une politique de cadre, justement, d'un parti est plus ciblée à des minorités et donc a pu, disons, donner des personnels à la CGT. Ça, c'est possible. C'est pas possible. Mais les cadres dont on a besoin dans un syndicat sont bien différents des cadres qu'on a besoin de partis. En plus, il y a deux aspects que je viens d'évoquer. D'un côté, les minorités
confédérale accuse souvent, et avec une certaine sévérité, le parti, pardon, la CGT, de se faire dominer par les cadres communistes. Accuse une superposition du militantisme. C'est une accusation. Voir combien, si, dans quelle mesure, ça c'est... Mais quand on étudie les cadres d'un syndicat, on ne doit pas uniquement se demander la formation des grands dirigeants. C'est évident qu'il y a des dirigeants, bon, Krasicki, qui a sans doute une formation politique, mais ce qui est difficile à saisir, c'est la formation des cadres moyens. Parce que justement, ils sont cachés par l'organisation elle-même. Que sinon, si un cadre étranger se montrait comme tel, il était perdu parce qu'il perdait le travail, il était expulsé, tout ça. Et donc, on va un peu, cherche un peu les émergences. Moret, ça devait être d'origine latine parce qu'il parlait très bien espagnol. Ça doit être en espagnol. Certainement. Certainement, devait être espagnol. Ouais, j'avais une question de José. Non, ça va, t'inquiète pas. Il y avait de l'IHS du 93. José, il a besoin d'une petite précision. Il pose la question, peut-on parler de travailleurs immigrés pour des travailleurs qui viennent en France, les uns parce qu'ils sont victimes de pogroms ou de persécutions politiques dans leur pays d'origine, d'une part, et pour ceux qui viennent travailler dans des secteurs en tension et recrutés par des officines patronales, voire par des autorités étatiques en ce qui concerne les coloniaux. Voilà, donc une petite... Pour parler de travailleurs immigrés, évidemment. Avant tout, ceux qui fuient le pogrom, c'est un peu comme les Italiens, c'est-à-dire il y a les pères de certains grands chanteurs ou acteurs français, Serge Reggiani, par exemple. C'est un personnage très... Il était un militant, pas un grand dirigeant, mais un militant de la Fédérterre, c'est-à-dire la Fédération des travailleurs de Balchan, des ouvriers agricoles. Ceux qui étaient connus en tant que militants, tout simplement d'en bas des travailleurs de la Fédérterre, qui est la fédération, le secteur qui a provoqué une véritable haine sociale en Italie, ils ne trouvaient pas tout simplement du travail. Alors, leur migration est vraiment, c'est bien difficile de saisir la différence entre la migration politique et économique. Le pogrom n'était pas seulement, en général, avec le temps, ça devient encore plus meurtrier. En précédence, il y avait surtout des viols et des vols. Mais un pogrom n'est pas seulement un fait de tragédie personnelle, c'est aussi une destruction d'une petite économie. Donc, encore une fois, il émigre pour des raisons à la croisière de motivation en plus. Il y a beaucoup d'immigrés, surtout polonais, qui sont des travailleurs d'origine juive, mais qui émigrent en tant que communistes, militants du syndicat, qui ne peuvent plus trouver du travail en tant que militants syndicaux. Par exemple, les parents d'Henri Krasicki, qui étaient des travailleurs, c'est bien connu, des travailleurs du textile, du missile, et qui étaient militants aussi. Alors, là, l'antisémitisme polonais est tellement dégoûtant, terrible, mais il y a des moments où il y a plus d'antisémitisme institutionnel, et au moins il y en a moins. En Hongrie, il y en a encore plus, mais en général, il y a une répression des activités militantes. Donc, c'est des gens qui émigrent pour
des raisons qui sont en même temps. Pour ceux qui sont importés, je viens de le dire, tout le temps, depuis 23 jusqu'à 36, ça c'est une continuité constante, les cadres français bien connus, comme justement Racamon, qui ont la tâche de parler publiquement des revendications de la CGTU en termes de MOE, sont contraires justement à cette implantation et sont favorables à la liberté d'immigration. Mais évidemment, si ces gens arrivent en France, ils essaient de les organiser dans la mesure possible. Le premier cas de polémique à ce propos, c'est des articles de la Vie ouvrière, qui n'est pas encore la revue de la CGTU, qui n'existe pas encore, qui fait des polémiques très vives pour le fait que on fait de l'importation de travailleurs dans les régions dévastées, mais on ne permet pas aux ouvriers allemands d'aller travailler dans les régions dévastées, c'est-à-dire dans leur région, parce qu'ils sont déjà très, très syndicalisés. Donc, c'est un problème qui parcourt toute la Europe. Je vais peut-être poser des questions de néophyte. Quand on initie ce séminaire de travail, on dit la CGTU et l'immigration ou la main-d'œuvre humaine. Et d'entrée, et je crois que c'est juste parce qu'il s'est considéré de façon identique, on parle de travailleurs immigrés et de travailleurs issus des colonies. Donc certaines sont des départements français. Alors je pense que quand on parle de ça, on parle des indigènes. Puisqu'à l'époque, celui qu'on appelait algérien, c'était un Français qui avait colonisé l'Algérie, et l'Algérien de souche, on va dire, était nommé indigène. Et d'abord, comment se fait-il qu'il y ait un traitement identique, semble-t-il, de ces deux catégories de travailleurs, c'est-à-dire des travailleurs issus de pays qui ne sont pas colonisés et des travailleurs issus de territoires qui sont considérés comme français. Et puis, est-ce que je voulais savoir si la CGTU avait un positionnement tranché sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire sur l'indépendance de l'Algérie ou sur l'indépendance des colonies, si la CGTU avait un positionnement tranché, et si justement ce positionnement tranché explique pourquoi durant les guerres d'indépendance, la CGT a eu des discours qui étaient beaucoup plus clairs que le Parti communiste français sur cette question-là. Le Parti communiste français était plus sur l'égalité des droits au début des guerres coloniales que sur la libération des peuples, puis sur la décolonisation. Voilà. Ça, c'est difficile à dire. Ça, on touche un thème effectivement très, très, très délicat. Alors, la définition de travailleur colonial, de travailleurs coloniaux, c'est une définition qu'on trouve aussi bien dans l'International syndicat rouge que dans les documents de l'ONU. On parle de main-d'œuvre étrangère et de main-d'œuvre coloniale. C'est ça. Alors, ce qu'on rencontre quand on regarde, quand on étudie la politique, disons, corporative de la CGTU, celle que j'ai privilégiée dans mon exposé, évidemment, il y a cette spécificité que j'ai déjà évoquée, que les coloniaux ont un statut différent, mais surtout ont une expérience syndicale précédente très différente. Depuis l'Italie ou la Pologne, par exemple, ou l'Espagne aussi, mais moins, encore moins d'autres pays,
il y a des ouvriers qui ont derrière une déconnaissance même poussée de la vie syndicale, ce qui n'est pas le cas pour les coloniaux, qui ont justement besoin aussi d'un soutien, disons, d'une forme sociale de soutien, sans doute. Alors, formellement, dans tous les documents, par exemple, dans des articles de la vie ouvrière, qui est absolument syndicale, il y a des articles dans la guerre du Rif, par exemple, où on dit, en effet, nous sommes pour l'autodétermination. Ça n'importe que les peuples qui combattent pour leur liberté sont dirigés par des gens avec lesquels nous ne pouvons pas nous identifier, mais c'est leur parcours. Et les choses... C'est l'indépendance. C'est le soutien à la dépendance. Soutien. Parce que l'autodétermination, c'est indépendance. Non, exactement. Parce qu'il accuse la CGT d'être plus souple dans ce cas. Il soutient l'indépendance. La CGT dit, mais on peut dire, elle n'a pas tellement tort. Vous confiez à des gens qui sont pires que nous. Mais bon, c'est leur route. Non, la liberté du peuple, l'indépendance du peuple. Et ça, sans doute, c'est pas une indication extérieure, mais ils sont d'accord avec les indications, pas seulement de l'International syndical rouge, mais du communautaire. Les choses commencent à devenir plus compliquées avec les douanes africaines dans les années 30, c'est-à-dire avec 36. Mais ça, on entre dans une question plus complexe. C'est pas que je veux m'excuser, mais c'est un autre problème, c'est d'autres questions. C'est sans doute, surtout avec l'Algérie. Alors, je ne connais pas tellement le monde extérieur à l'Europe. Chacun ses limites. Je connais assez bien, je sais pas assez bien, assez les problèmes sociaux, même politiques européens, y compris l'Europe orientale, qui est déjà... Mais des pays qui ont marché vers la décolonisation, je connais un peu, pas directement, l'Algérie. Alors, ça, évidemment, on voit toutes les contradictions que le fait qu'un parti d'origine communautaire, quand il assume un point de vue national, rencontre des problèmes qu'il n'avait pas prévus. Mais ça... Disons que jusqu'à l'existence de la CGTU, la position est nette. Après, c'est plus nuancé. Juste un mot en complément, c'est qu'il y a des syndicats unitaires en Algérie. Oui. Et c'est compliqué. Déjà là. Je vais l'évoquer avant. Voilà, parce que notamment les cheminots, les dockers, entre autres, mais je ne vais pas déflorer ce que je dirais une autre fois, mais ce n'est pas simple non plus. Ah non. Là, dans le syndicat unitaire des cheminots, entre les Européens, qui sont souvent les conducteurs, et puis la main-d'œuvre ordinaire qui est indigène. Même chez les unitaires, ça coince parfois. Mais la CGTU est pour l'indépendance. C'est-à-dire la CGTU accuse la CGT sur les voyages de Jouot et tout ça d'être un syndicat des cadres et des Français. Mais il arrive aussi qu'il y a des polémiques fortes, je l'ai vu pour la Tunisie, de la CGTU qui s'appelle tunisienne, qui est unitaire, par rapport au fait que, sans doute, ne fût-ce que pour une formation syndicale préalable, il y a des oppositions entre indigènes et français, même dans le syndicat le plus conflictuel. Mais sous l'aspect de l'indépendance nationale, alors là, jusqu'à la CGTU
si elle existe, a toujours été pour l'indépendance nationale. On est 2 heures, parfait. Tout à l'heure, vous avez parlé de la conférence nationale en 1933, de la main-d'œuvre étrangère, et vous avez dit tout à l'heure aussi que c'était très compliqué pour tous les militants étrangers, puisqu'il ne fallait pas se montrer, quoi. Hein, censé risquer l'expulsion. Comment ça s'est organisé cette conférence nationale et qui a pu y participer? C'était plutôt des Français ou il y avait aussi de la main-d'œuvre étrangère dedans et quel retentissement ça a pu avoir? Parce que ça me semble être un peu le point d'orgue de tout ce qui a été construit pour aller après vers l'unité, quoi. Voilà. Et, bon, parce qu'après, plus tard, il y en a eu des conférences nationales d'avant-congrès, et ça y ressemble un peu ou c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on a pu voir après nous dans les années, on va dire 80, 90. Le problème est que cette loi qui introduit les quotas coïncide avec un déferlement de chômage. Et évidemment, elle ne serait jamais été votée sans ce déferlement du chômage. Donc, on a l'impression que les expulsions, mais surtout les départs spontanés, sont dans le contexte du chômage poussé. Au point que, en 1933, je viens de le dire, la CGTU dit, si l'État ne t'expulse pas, dit aux chômeurs étrangers, ne rentrez pas dans vos pays, parce que sinon, vous faites manquer la pression sur le gouvernement qui doit penser, se charger de soutenir les conditions quotidiennes des chômeurs, aussi bien étrangers que français. La question était sur la conférence nationale de 1933. Ah bon, comment elle s'organise? Tout simplement, ils se rencontrent à côté, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent dans une autre salle, à côté du congrès. Une commission. Oui, c'est une commission. Ils appellent les étrangers qui sont présents et qui se rencontrent sans nom, souvent avec anonymement, et c'est recommandé que c'est anonyme, à côté du congrès. C'est comme la commission féminine, qui souvent se rencontre juste après, mais dans le contexte du congrès. Michel me demande impérativement de conclure. D'abord, je voudrais nous remercier tous d'avoir tenu le temps, et notamment évidemment Maria, qui a été soumise à une rude épreuve, dont elle s'est sortie avec brio, je pense, et une discussion qui a permis de s'appuyer sur la richesse des choses dites et en même temps de formuler des pistes de réflexion et de compréhension aussi plus tard. Donc le travail, le séminaire, il est fait pour ça, il est fait pour pointer des questions, il est fait pour approfondir des sujets, il est fait pour progresser tous ensemble dans cette phase qui est la phase d'accumulation de matériaux, qui j'espère une phase d'accumulation qui va se poursuivre pour nous mettre dans un délai que j'espère pas trop lointain, en situation de disposer de suffisamment de choses pour envisager de passer à la deuxième phase post-questionnaire qui sera, comme nous l'avons dit, l'écriture de l'histoire de la CGTU. En tout cas, sur cet aspect de la main-d'œuvre étrangère, nous avons aujourd'hui fortement progressé de belle manière. J'en suis personnellement très, très satisfait. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance 16 novembre. Oui, du 16 novembre, qui traitera des questions de l'unité syndicale au cours de la période de scission. Et je suis chargé de
vous présenter les choses, ce qui va m'empêcher de dormir quelques nuits. Bon, enfin, voilà, donc je conclus sur ces quelques mots et je vous souhaite à tous une bonne soirée et de continuer à faire fonctionner vos cerveaux pour formuler de nouvelles questions à propos de ce que nous avons abordé tout à l'heure, de manière à ce que nous puissions encore enrichir notre réflexion. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à Maria, évidemment. On a récupéré tous ces...